montagnes qui s'élèvent comme des murs et cascades qui dévalent en ruisseaux sans fin, un territoire sculpté par les glaciers se déploie jusqu'à se confondre avec la mer. Des vallées profondes plongent dans des eaux étroites et sombres, et des parois rocheuses semblent sans fin, révélant un relief qui défie le regard. Sur ces pentes, les forêts de bouleaux et de pins grimpent aussi loin que la roche le permet, tandis que la lumière du nord transforme chaque falaise en un miroir changeant et la brume qui descend lentement des sommets enveloppe le paysage, effaçant la distance et accentuant son immensité. C'est dans ce décor que les fjords norvégiens révèlent toute leur ampleur. Un espace où terre et eau sont en tension constante et où chaque recoin semble contenir des siècles d'histoire géologique et de faune sauvage. Mais malgré une telle majesté, ce territoire ne pardonne pas. Ici, les mêmes règles qui régissent n'importe quel coin de la planète s'appliquent quotidiennement. Chaque jour est un test de compétence et de survie, où la force et la ruse déterminent qui vit et qui meurt. Dans les clairières enneigées, les prédateurs avancent patiemment, mesurant chaque mouvement, tandis que leurs proies tentent d'esquiver les attaques tapies dans l'ombre. Les lièvres fuient à travers les clairières enneigées, cherchant un abri parmi les buissons et les rochers qui obstruent leur ligne de vue. Suivant chaque mouvement, les loups avancent silencieusement, calculant chaque geste de leur proie, fermant l'encerclement avec précision et profitant de toute négligence. Pendant ce temps, les lynx se cachent parmi la végétation, à l'affût de toute distraction qui pourrait leur permettre d'effectuer un saut périlleux. Un seul faux pas, un instant d'inattention, suffit à changer le destin de la chasse. Leurs pas les mènent à travers pentes enneigées et rochers glacés, où chaque ombre peut cacher un danger. Là, loups gris et lynx attendent patiemment, prêts à bondir sur les plus faibles et les plus lents. Mais les menaces ne se limitent pas au sol. Tandis que la vie évolue entre la neige et les rochers, la menace s'étend également au ciel où de puissants oiseaux de proie terrorisent avec leurs ombres, traquant les petits mammifères qui s'aventurent hors de leur abri. Chaque mouvement est surveillé, chaque erreur est punie et une fraction de seconde suffit pour devenir une proie. Mais le véritable champ du pouvoir se trouve en mer. Dans les fjords, où les eaux profondes et froides regorgent de vie sous toutes ses formes, les orques et les phoques trouvent dans le harengue une source inépuisable de nourriture. Là, sous la surface, l'abondance se transforme en une bataille constante entre prédateurs et proies, reflet de la tension qui traverse tout le fjord, des sommets aux eaux les plus profondes. Rien n'est simple dans cet écosystème. Chaque espèce dépend d'une autre, chaque saison perturbe l'équilibre et chaque stratégie de chasse trouve son pendant dans une tentative désespérée de survie. Comment tant de formes de vie parviennent-elles à survivre dans un environnement qui semble conçu pour une compétition incessante? La réponse commence au cœur même des fjords, là où la mer dicte les règles et façonne la vie de tous ses habitants. Entre les parois rocheuses verticales, l'eau se mêle aux cascades descendant des falaises et aux forêts qui bordent ses rives. Cet espace intermédiaire, ni totalement marin ni totalement terrestre, concentre la vie sous toutes ses formes. Les climats extrêmes rythment la vie. Les hivers sont longs et sombres, et les étés courts mais intenses. Cette fluctuation a façonné les espèces qui vivent ici, les forçant à développer des stratégies de survie qui n'auraient pas de sens dans d'autres écosystèmes. Et c'est précisément cette tension saisonnière qui explique la grande diversité des formes de vie qui se rassemblent dans cet environnement. Le macareux moine, par exemple, choisit les pentes herbeuses des fjords pour creuser ses terriers, une habitude peu commune chez les oiseaux marins. De là, il protège ses petits des prédateurs aériens, tout en alternant entre la vie en haute mer et l'éducation des enfants sur Terre. Cette stratégie, qui unit deux environnements très différents, reflète l'essence même des fjords. Un territoire où la survie dépend de la combinaison de mondes complètement opposés. Le même phénomène se produit sous la surface. Des écosystèmes cachés se forment là où l'eau froide et riche en nutriments se mélange au Gulf Stream chaud.
Les coraux d'eau froide poussent dans l'obscurité totale, prolongeant leur structure pendant des siècles. Ces récifs, invisibles depuis la surface, abritent des bancs de poissons qui, seuls, trouvent ici un refuge stable entre les parois rocheuses et les courants glacés. La stabilité de ce monde sous-marin devient ainsi un contrepoint au dynamisme de la vie à la surface. Cet équilibre délicat donne également naissance à des phénomènes uniques. À l'arrivée du printemps, la morue arctique entreprend un long périple vers les fjords pour frayer. Dans les profondeurs obscures, les morues mâles émettent des signaux acoustiques à basse fréquence. Il s'agit de pulsations produites par la vibration de leur vessie natatoire, une stratégie qui leur permet d'attirer les femelles et, par la même occasion, de rivaliser avec les autres mâles du banc. Ce rituel d'accouplement est essentiel au maintien de la continuité d'une espèce qui joue un rôle clé dans l'équilibre marin. La dynamique invisible des eaux profondes se répercute à la surface. Là, d'autres habitants du fjord s'appuient également sur des adaptations spécifiques pour survivre dans un environnement combinant températures extrêmes, changements brusques et ressources limitées. Sur les pentes rocheuses et abruptes des fjords, les rennes norvégiens présentent une caractéristique unique. Ils développent des sabots plus courts et plus larges, parfaits pour se déplacer sur des surfaces inégales et glissantes. Cette modification anatomique, propre aux fjords, leur permet d'atteindre de hautes altitudes à la recherche de lichen durant l'hiver. Ce qui serait une erreur ailleurs devient ici la clé de leur survie, confirmant que chaque espèce trouve sa propre solution dans les fjords pour faire face aux mêmes difficultés. Et tandis que les collines défient les rennes, la mer toute proche impose ses propres règles. Et les stratégies d'adaptation ne se limitent pas au continent, mais s'étendent jusqu'aux parties inférieures de l'océan, où d'autres chasseurs rôdent, chacun dominant magistralement son territoire. Parmi eux, une ombre se promène dans les cours d'eau avec la certitude d'un expert qui connaît chaque recoin du fjord, l'orque norvégienne dont la présence transforme les mouvements de sa proie en un jeu constant de survie. Dans ces eaux glacées, entourées de montagnes sculptées par d'anciens glaciers, l'orque se déplace avec une précision qui semble dictée par la géographie elle-même. Son corps, qui peut dépasser les 9 mètres de long et peser plusieurs tonnes, navigue dans les passages étroits du fjord comme si chaque mouvement était calculé pour tirer le meilleur parti du terrain. Chaque coin, chaque courbe de roche sous la surface devient un outil pour optimiser sa chasse, et l'orque le sait. La topographie complexe du fjord concentre les barrages dans de petits espaces, transformant ce qui semble à première vue être des obstacles en avantages stratégiques. À mesure que l'orque avance, elle voit les harengs de l'Atlantique se regrouper dans des couloirs étroits, forcés par les parois rocheuses et les marées à traverser des passages presque sans issue. C'est cette interaction constante entre la mer et le rocher qui définit chaque décision du prédateur, la distance qu'il maintient, la vitesse qu'il applique et le moment précis auquel il attaque. La présence de l'orque dans ces fjords n'est pas fortuite. Chaque courant transportant des nutriments attire le plancton, qui à son tour attire des bancs de poissons générant des concentrations de proies que l'orque sait interpréter et exploiter avec précision. La chasse n'est donc pas un acte isolé, mais le résultat d'une relation délicate et continue entre l'animal et son environnement, où chaque mouvement du prédateur répond à la forme du fjord, au flux des marées et au comportement de sa proie. Ainsi, ce qui pourrait sembler un scénario rigide devient un tableau dynamique, dans lequel l'orque s'adapte et prospère avec une synchronicité qui révèle la perfection de son adaptation à ses coins nordiques. Avec l'arrivée de l'automne, cet équilibre délicat entre prédateurs et environnement s'intensifie, transformant la concentration de proies en une opportunité irrésistible pour l'orque. Des millions de harengs pénètrent dans les fjords à la recherche d'un abri et de nourriture. Dans les eaux calmes et profondes, leur instinct les pousse à se rassembler en bancs si compacts qu'ils semblent ne former qu'un seul organisme. Ce sont des masses vivantes qui tournent et changent de direction comme si elles partageaient la même volonté. En pleine mer, l'étalement les protège, mais dans les fjords, l'espace limité les oblige à se condenser, devenant une cible qui révèle plus qu'elle ne protège. C'est à ce moment-là que l'orque déploie sa technique la plus extraordinaire, le carrousel.
alimentation. Plusieurs individus s'organisent en cercle autour du banc de hareng, tournant autour de lui jusqu'à ce qu'il devienne une sphère argentée qui reflète le peu de lumière qui pénètre depuis la surface. D'un seul coup précis de leur queue, ils étourdissent des dizaines de poissons et, lors d'attaques coordonnées, ils peuvent en attraper des centaines, de quoi couvrir une grande partie de leurs besoins alimentaires quotidiens, qui s'élèvent entre 3 et 500 kilos de poissons par individu. Le succès de ces captures dépend non seulement de la force, mais aussi de la coordination du groupe et de l'apprentissage social transmis de génération en génération, affinant chaque manœuvre pour tirer le meilleur parti de chaque banc de poissons. Mais cette coordination n'est plus efficace que dans un environnement propice, et c'est seulement dans les fjords, où la densité des harengs et les parois rocheuses canalisent leurs mouvements, que chaque manœuvre du carrousel devient décisive. C'est pour cette raison que ce modèle de chasse est devenu une stratégie caractéristique des orques norvégiens, si précisément adapté à ces fjords que chaque mouvement reflète la géographie environnante et la densité des proies. Le contrôle que ce prédateur exerce sur les bancs de hareng influence toute la chaîne alimentaire, de la morue, qui se nourrit des restes de poissons blessés ou morts laissés par la chasse, aux autres espèces marines qui rôdent à la recherche de nourriture facile. Même les oiseaux de mer et les aigles à queue blanche trouvent dans ces rassemblements un festin qui dépend en fin de compte de la capacité de ce prédateur à diriger la migration du hareng. Le pouls de cet écosystème naît dans la mer et chaque espèce le suit à sa manière. Ainsi, les fjords révèlent leur logique, un décor où les proies abondent et les prédateurs prospèrent, où la roche, l'eau et l'air s'entremêlent dans un rythme unique. Chaque manœuvre des orques, chaque banc de hareng et chaque courant font partie d'un mécanisme plus vaste. Un rouage qui définit la vie de ces grands prédateurs et qui soutient en même temps d'autres créatures qui dépendent de ce flux. Quelles autres espèces profitent de cette abondance et comment parviennent-elles à survivre dans un environnement aussi exigeant? Dans ce scénario, l'inattendu se produit. Un animal qui ailleurs paraît maladroit et vulnérable se révèle ici comme l'un des grands gagnants de l'écosystème. Son succès est déconcertant car il ne s'agit pas d'un prédateur imposant ou d'un nageur exceptionnel, mais d'une créature qui, à première vue, semble désavantagée par rapport à des rivaux beaucoup plus puissants. Et pourtant, ces apparentes limitations sont devenues une ressource. Les protagonistes de ce succès sont les phoques communs qui, dans ces eaux froides, transforment leur fragilité en force. Avec une population de près de 30 000 individus répartis sur les côtes et les îlots, ils se sont imposés comme l'une des espèces les plus abondantes et les plus résilientes des fjords norvégiens. Le contraste avec d'autres régions est évident. Là où les phoques sont confrontés à des prédateurs terrestres, à des pénuries alimentaires ou à une concurrence féroce, ils bénéficient ici de conditions favorables, car la géographie elle-même leur offre une protection, avec des bancs de sable, des îlots et des plages abritées où ils peuvent se reposer sans risque de tempête ou d'attaque venue du continent. Même lorsque les orques patrouillent en mer, la proximité de la côte et la force de leur nombre soutiennent leur succès reproducteur. Mais au-delà de la protection du paysage, quel est le véritable secret de sa prospérité? La réponse vient avec le changement de saison. Chaque automne, les harengs envahissent les fjords et transforment ces eaux en un véritable festin. Les phoques ne parcourent pas de longues distances et n'entreprennent pas de migration. Ils attendent que leurs proies viennent à eux. Avec des plongées dépassant les 200 mètres et la capacité de rester sous l'eau pendant plusieurs minutes, ils interceptent efficacement les bancs de poissons. La densité des harengs leur permet de se nourrir sans gaspiller d'énergie, ce qui est essentiel dans un environnement où l'économie de chaque mouvement assure la survie. Durant ces mois d'abondance, ils parviennent à accumuler une épaisse couche de graisse qui les protège du froid et leur sert de réserve d'énergie pour l'hiver. Cette épaisse couche de graisse, qui peut représenter jusqu'à un tiers de leur poids corporel, leur permet de résister à des eaux proches du point de congélation. Cette capacité à endurer et à rester actifs au plus profond de l'hiver est ce qui leur permet d'atteindre la prochaine étape de leur cycle de vie dans des conditions optimales, la reproduction. Chaque femelle donne généralement naissance à un seul veau par saison, ce qui rend le succès de chaque naissance crucial pour maintenir une population stable. La période de gestation dure 11 mois, même si une grande partie de ce temps est en réalité due à un phénomène d'implantation retardée.
Après la copulation, l'embryon reste dormant avant de commencer à se développer, un mécanisme qui synchronise les naissances avec la période la plus favorable de l'année. Les jeunes naissent avec une épaisse couche de graisse qui les protège dès leurs premiers jours et leur permet de s'adapter immédiatement à l'environnement froid. Bien qu'ils puissent paraître maladroits sur Terre, dans l'eau, ils font preuve d'une aisance surprenante dès leur plus jeune âge, leur assurant ainsi leur première chance de survie. La proximité de plages sûres et abritées facilite les soins maternels, soutenant ainsi la force d'une population qui, loin d'être fragile, prospère dans l'un des paysages les plus difficiles du Nord. Cependant, tout n'est pas rose. Les phoques sont constamment menacés. Les orques, spécialistes de la chasse coopérative, représentent un risque particulier pour les individus jeunes, malades ou inexpérimentés. Ils peuvent se coordonner pour encercler les bancs de phoques et séparer les spécimens les plus vulnérables, mais ils ont développé des stratégies d'évasion. Ils cherchent refuge sur des îlots et des plages abritées, surveillent à la côte et se regroupent pour entraver les attaques. La concurrence de la pêche ajoute une pression supplémentaire. Les phoques consomment des espèces commerciales, générant des conflits avec les pêcheurs locaux, et la pollution sonore du trafic maritime interfère avec leur communication et la détection des menaces. Malgré toutes ces menaces, la population de phoques des fjords a réussi à prospérer. Dans cet environnement unique, ils ont trouvé un équilibre rare sur la planète. Leur rôle va au-delà de leur propre survie. Ils régulent les populations de poissons de taille moyenne, fournissent de la nourriture aux prédateurs plus gros et font partie d'un système dans lequel chaque élément est essentiel. Ce qui pourrait être considéré comme une faiblesse dans d'autres contextes devient un avantage stratégique dans les fjords. Ce spécimen démontre que la réussite dans la nature ne dépend pas toujours de la force ou de la rapidité, mais de la capacité à s'adapter au rythme de l'écosystème. Ici, sa population abondante de plus de 30 000 individus répartis le long des côtes et des îlots est la preuve la plus claire qu'elle a su lire cette boussole et survivre grâce à elle. Mais au-delà des phoques, quels autres habitants trouvent dans cet environnement un cadre idéal pour s'épanouir? Tandis que les phoques patrouillent les eaux et profitent de l'abondance de poissons, les parois rocheuses qui entourent les fjords offrent un autre spectacle tout aussi surprenant. Là, sur des falaises qui semblent impossibles à habiter, une multitude se rassemble, transformant le paysage en une ruche de vie, les macareux. Ces oiseaux marins trouvent refuge dans une verticalité extrême, inaccessible ailleurs. Leurs colonies comptent ainsi des dizaines de milliers de nids, une densité impossible à imaginer sur des côtes plus ouvertes. Le choix de ce terrain n'est pas un hasard. Les parois abruptes des fjords leur offrent une protection contre les prédateurs terrestres, ce qui fait la différence entre succès et échec de la reproduction. Au printemps et en été, lorsque la glace fond et que la mer se remplit à nouveau de poissons, des milliers de macareux reviennent de leur long voyage en haute mer. Ils creusent alors des terriers dans ces parois inaccessibles. Entre les rochers et l'herbe qui recouvre les corniches, ils élèvent leurs poussins avec une sécurité qu'aucun autre endroit en Europe du Nord ne peut offrir à ce point. Leur anatomie renforce cette stratégie. Dotés d'un corps compact, d'ailes courtes et d'un bec distinctif, adaptés à la fois pour creuser et pour transporter plusieurs poissons à la fois, les macareux sont des spécialistes de la transition entre terre et mer. Dans les airs, ils paraissent maladroits, battant rapidement des ailes pour rester à flot, mais sous l'eau, ces mêmes ailes fonctionnent comme des nageoires, les propulsant avec une agilité surprenante à la poursuite du harengue et d'autres petits poissons. L'abondance qui entoure les fjords multiplie la portée de ces colonies. Depuis leur nid, les macareux se lancent en groupes coordonnés vers la mer. Leur entrée dans l'eau devient un spectacle de précision. Des dizaines d'oiseaux plongent presque simultanément, disparaissent sous la surface et ressortent avec leurs becs chargés de proies argentées qui brillent au soleil d'été. Ce va-et-vient constant entre les falaises et la mer toute proche permet de nourrir non seulement les adultes, mais aussi toute une génération de poussins qui attendent dans les terriers. Les colonies massives de macareux montrent comment cette espèce a profité d'un terrain inaccessible et de l'abondance saisonnière de nourriture. Chaque nid, chaque terrier reflète une adaptation précise à un environnement qui combine abri et ressources dans un même espace.
Mais tandis que les parois verticales les protègent des prédateurs terrestres, le ciel, au-dessus de ces eaux, cache un autre protagoniste, un chasseur insatiable. Si la mer nourrit les colonies sur les falaises, qui domine et surveille du point le plus élevé du terrain? La réponse est apportée par le pigargue à queue blanche. Ce rapace trouve dans les fjords l'un de ses territoires les plus prospères, car ses côtes concentrent une biomasse comme peu d'autres endroits sur la planète, et cette richesse se reflète dans tous les aspects de sa vie. Les bancs de poissons, les restes de proies marines et l'activité d'autres prédateurs fournissent une source constante de nourriture, ce qui explique pourquoi l'une des plus fortes densités de couples reproducteurs au monde est enregistrée ici. Cette richesse de ressources a permis à l'aigle à queue blanche d'adapter sa vie au plus près de la mer, faisant des rivages son territoire privilégié. Contrairement à d'autres oiseaux de proie associés aux environnements forestiers, ce spécimen préfère se percher sur de grandes branches près de l'eau, d'où il observe le mouvement des poissons et des oiseaux marins. Cette proximité constante devient une stratégie gagnante, car il n'a pas besoin de s'aventurer en terrain boisé, car le fjord lui fournit tout ce dont il a besoin pour survivre. Cette relation avec les marées représente peut-être leur comportement le plus frappant dans cet environnement, car ces oiseaux ont développé la capacité d'interpréter les mouvements de l'eau et de sentir parfaitement le moment où la marée basse expose des bancs de poissons piégés dans les canaux étroits. Dans des endroits précis qui se répètent jour après jour, plusieurs aigles se rassemblent en silence, attendant le moment exact, et lorsque le courant se retire, ils lancent leur piquet vers la surface, synchronisant leurs attaques avec la précision d'une horloge naturelle. Ce comportement, difficile à observer sur des côtes ouvertes et plates, n'a de sens que dans la géographie particulière des fjords norvégiens. Au sein de ce territoire abondant, d'autres espèces ont trouvé le moyen de prospérer. La coexistence avec les macareux soulève une question inévitable. Existe-t-il une concurrence entre les deux? La réponse réside dans la façon dont ils divisent leur espace. Les macareux occupent les falaises verticales où ils creusent leurs terriers, tandis que les aigles patrouillent les corniches et les eaux. Ils ne recherchent pas directement les mêmes ressources, mais les rapaces ne manquent pas l'occasion d'arracher un poussin ou de capturer des oiseaux affaiblis. La tension est toujours présente, bien que non constante, car chaque espèce profite de l'abondance à ses propres conditions et partage son territoire sans se chevaucher complètement. Cette apparente stabilité repose toutefois sur un équilibre délicat. Les années où les populations de harengs ou de morues déclinent, les aigles sont contraints de se diversifier. Ils se tournent alors vers les oiseaux aquatiques, les charognes, voire les mammifères marins échoués. Leur flexibilité leur permet de rester des prédateurs dominants dans différentes conditions, même s'ils doivent payer le prix de leur éloignement des fjords lorsque la pénurie persiste. Certains migrent le long de la côte à la recherche de meilleures ressources, tandis que d'autres profitent des rivières intérieures, suivant la fonte des glaces et la migration des poissons vers des eaux plus douces. Ce qui définit les aigles à queue blanche des fjords norvégiens n'est pas seulement leur force ou leur taille, mais la façon dont la géographie les a façonnés. Ici, ils ne dépendent pas de forêts denses ni de proies terrestres, mais plutôt d'un écosystème marin qui canalise les courants, concentre les poissons et laisse les restes à portée de main. Ces rapaces ont appris à dépendre d'un paysage en constante évolution, adaptant leur programme de chasse au rythme des marées. Mais le cycle d'abondance qui nourrit les macareux et les aigles ne dure pas éternellement. Avec l'arrivée de l'été, la mer cède la place aux vallées et aux plaines intérieures. Là, de nouvelles migrations sont en cours, et avec elles, commencent des histoires différentes, marquées par le mouvement et la résistance. Que se passe-t-il lorsque l'été transforme les paysages des fjords, forçant des milliers de rennes à se déplacer? Dans le nord de la Norvège, où les fjords s'ouvrent comme de profondes cicatrices dans la terre, vit l'une des plus grandes populations de rennes d'Europe. Au total, près de 200 000 individus habitent la région, répartis en plusieurs troupeaux, et chaque année, avec l'arrivée de l'été, des milliers d'entre eux se mettent en route selon un schéma ancestral, guidés par la recherche de ressources essentielles et les exigences de la saison. La chaleur de cette saison renouvelle les herbes de la côte, qui sont plus riches et plus fraîches que celles de l'intérieur, où la chaleur assèche rapidement le sol. Cette abondance attire les rennes, mais en même temps, de nouveaux défis attendent ces créatures à mesure qu'elles se déplacent vers les zones inférieures.
Les insectes parasites se multiplient, harcelant les rennes et les affaiblissant. Ces difficultés, combinées à la nécessité de trouver de la nourriture fraîche, poussent les troupeaux de rennes vers les zones côtières, suivant un schéma qui se répète année après année, maintenant la discipline qui caractérise ces migrations. De cette façon, la migration s'organise en groupes compacts pouvant aller jusqu'à 10 000 individus, formant un front cohérent capable d'affronter ensemble les défis du voyage. Ce voyage collectif s'effectue avec une discipline naturelle, sans improvisation, car le destin mène toujours vers des pâturages verts qui offrent un soulagement face aux terres arides de l'intérieur. Chaque troupeau avance protégé par la masse, les femelles adultes ouvrant la voie. Ces femelles, surtout les plus expérimentées, guident le groupe vers de nouveaux pâturages, utilisant leur connaissance du terrain et leur expérience pour prendre des décisions cruciales pour la survie du troupeau. Les jeunes restent au centre du groupe, protégés par les adultes, et s'intègrent pleinement à la dynamique qui assure la sécurité et l'efficacité du mouvement collectif. Au cours du voyage, qui peut s'étendre jusqu'à 500 km, les rennes traversent une toundra ouverte, des rivières gonflées par la fonte des glaces et des cols de montagne où la neige persiste encore. Chaque section du sentier teste leur endurance et renforce la nécessité d'avancer en groupe, car la survie dépend autant de la force individuelle que de la synchronicité de tous les membres, transformant la meute en une unité capable de surmonter des défis qui seraient insurmontables pour un individu. Avec la discipline du voyage consolidée et le troupeau complètement synchronisé, les rennes atteignent enfin les zones d'été, où le paysage se transforme devant eux. Les sols pierreux de l'intérieur sont laissés derrière eux, remplacés par de vastes territoires plus accueillants et sûrs. Pour les rennes, c'est la récompense du voyage, un endroit plus favorable et un répit face à l'assaut des insectes laissés derrière eux. Mais l'arrivée ne signifie pas la fin des difficultés, car dans ce nouveau décor, le véritable défi ne fait que commencer. Parmi des milliers d'individus, chaque reine doit s'affirmer et consolider son influence au sein du troupeau. L'abondance d'espace ne garantit pas l'égalité des chances, et dans ce contexte, la lutte pour les hiérarchies devient inévitable. Mais arriver sur ces terres ne se résume pas à une lutte territoriale. Ici, dans les fjords norvégiens, un enjeu encore plus décisif se joue, la compétition pour trouver son partenaire. Tous les individus n'auront pas les mêmes opportunités et bientôt les rencontres deviendront une arène de compétition féroce. Les mâles, au corps robuste, s'efforcent de se tailler une place parmi les plus forts. Leurs réserves d'énergie accumulées durant l'hiver et la taille de leur bois sont les premiers indicateurs de leur potentiel. Dans ce système, il ne s'agit pas seulement de manger ou d'endurer le voyage. Il s'agit de démontrer qui peut offrir la plus grande force et la plus grande endurance à sa progéniture. Lorsque deux concurrents s'affrontent, ils le font selon un rituel que l'espèce a perfectionné au fil des générations. Face à face, ils s'observent, tournent la tête et entrelacent leur bois dans un combat alliant force brute et stratégie. Ils poussent de tout leur poids, soulevant la poussière dans la prairie estivale. Parfois, la simple vue d'un mâle plus grand suffit à faire abandonner le rival. Mais lorsqu'aucun des deux ne cède, le duel s'éternise, mettant à rude épreuve leur endurance physique. Bien que la confrontation puisse paraître violente, elle est rarement fatale. La plupart du temps, un mâle se rend, bat en retraite et s'en va, donnant ainsi accès au groupe de femelles. Cependant, se retirer n'empêche pas les conséquences. Bois cassé, blessures profondes ou boiterie suite à une mauvaise posture sont des séquelles fréquentes. Chaque combat comporte des risques, mais aussi une opportunité qui définit l'avenir reproductif de l'individu. Pour le vainqueur, la récompense est décisive, le contrôle d'un groupe de femelles. Il ne s'agit pas d'un accouplement unique, mais de la possibilité de se reproduire avec plusieurs à la fois, souvent une douzaine ou plus. Ce privilège se traduit non seulement par une progéniture nombreuse, mais aussi par une position dominante qui sera maintenue tout au long de la saison. Ce rôle fait de lui le principal patrimoine génétique de la meute. Chaque charge, chaque démonstration de force a été un investissement pour en arriver là. Seules les races les mieux entraînées laissent leur empreinte sur la génération suivante, garantissant que leur progéniture hérite de qualités qui augmentent leurs chances de survie. Les femelles, bien que n'étant pas activement impliquées dans la sélection, restent sous la protection du mâle vainqueur. Indirectement, cette dynamique garantit que leur progéniture proviendra de l'individu le plus fort. Pour l'espèce,
Cette stratégie a fonctionné pendant des millénaires, maintenant l'équilibre entre compétition et survie. Mais tous ne partagent pas le même sort. Si certains atteignent le sommet du pouvoir, d'autres sont laissés pour compte. Les jeunes mâles, dont le corps est encore en développement et les bois incomplets, ne peuvent rivaliser avec les adultes expérimentés. De même, ceux qui ont perdu plusieurs matchs consécutifs s'éloignent progressivement du centre du troupeau. Pour eux, la saison se déroule sans femelles à courtiser, sans leur propre territoire à défendre. Cependant, être éliminé de la compétition ne signifie pas la mort. Ces mâles forment leur propre groupe, appelé groupe de célibataires. Dans ces groupes, ils broutent ensemble et évitent les confrontations énergivores. De loin, ils deviennent observateurs de la dynamique principale, attentifs à chaque mouvement, aux postures difficiles et à la résistance des aînés. Pour certains, cette étape n'est que temporaire, car avec le temps, leur corps se développera suffisamment pour être à nouveau compétitif. Pour d'autres, en revanche, ce sera un destin ultime, nourrir et survivre sans laisser de descendance. Ce système du gagnant rafle tout peut paraître sévère, mais il remplit une fonction essentielle. Il garantit que la progéniture naît des individus les plus aptes à ce moment précis du cycle. En même temps, il offre une seconde chance aux jeunes joueurs qui pourront s'y essayer lors des prochaines saisons. Ainsi, l'été dans les fjords norvégiens n'est pas seulement la saison de l'abondance de nourriture et des longues journées ensoleillées. C'est aussi l'époque où les rennes définissent leur avenir en tant qu'espèce. Entre attaques, redditions et groupes isolés, chaque individu trouve sa place dans un équilibre qui maintient vivant le cycle naturel de compétition et de renouvellement. Et tandis que certains s'imposent comme des acteurs dominants et que d'autres apprennent à attendre leur heure, une question se pose inévitablement. Que se passe-t-il dans les vallées que les rennes viennent de quitter lorsqu'ils commencent leur migration? À première vue, le paysage peut paraître désert, immobile. Mais le départ du troupeau ne signifie pas le silence. Au contraire, le vide qu'il laisse ouvre la voie à d'autres acteurs qui peuvent s'y installer et profiter de cette abondance soudaine. Bien que la plupart des rennes migrent, tous ne parviennent pas à accompagner le troupeau. Certains individus, trop vieux, malades ou affaiblis, restent dans les vallées. D'autres, domestiqués et liés aux communautés locales, restent sous la garde des humains. Leur présence résiduelle maintient une petite trace du troupeau d'origine. Les prédateurs peuvent encore les trouver, et leurs empreintes et leurs excréments rappellent que jusqu'à récemment, un grand troupeau régnait là. Cette empreinte devient le point de départ d'une nouvelle dynamique sur le terrain. L'absence de centaines de milliers d'animaux transforme inévitablement le paysage. Pendant des mois, les rennes ont consommé des lichens, brouté des arbustes et frayé des chemins à travers la végétation. Sans eux, les mousses et les lichens entament alors un processus de régénération. Les arbustes, moins sollicités, développent leurs pousses. Ce répit dans la végétation crée un nouvel environnement dont d'autres espèces profitent rapidement. Et les premières à réagir à ce changement sont les plus petites. Parmi les premiers colonisateurs figuraient les rongeurs. Les lemmings, les campagnols et une multitude de petits mammifères trouvèrent alors davantage de couverture végétale pour s'abriter et davantage de nourriture. Sans être constamment piétinés par des milliers de sabots, leur population croît rapidement. Ce qui semble être un détail mineur déclenche une cascade de conséquences. Avec davantage de rongeurs disponibles, l'approvisionnement alimentaire de multiples prédateurs s'en trouve renforcé. Et à partir de là, la chaîne s'étend encore davantage. Les insectes sont également d'importants bénéficiaires. Les déjections des rennes constituent une ressource pour les bousiers. Ces invertébrés jouent un rôle essentiel dans la décomposition, le recyclage des nutriments et la restauration de la fertilité des sols. Mais leur explosion démographique fournit également de la nourriture fraîche à d'autres animaux, marquant le début d'une brève période d'abondance estivale. C'est précisément cette abondance qui attire le prochain groupe de visiteurs, car les oiseaux insectivores sont les prochains à profiter de cette nouvelle dynamique. Bruant des neiges et traquets moteux survolent le paysage, capturant des insectes en plein vol ou fouillant dans l'herbe. Pour eux, c'est un moment clé. Une courte fenêtre de disponibilité maximale des proies leur permet de nourrir leurs poussins. Ainsi, ce qui semblait être un champ vide devient le théâtre d'une intense activité aérienne. Les rapaces y trouvent également leur compte.
Les buses et les faucons exploitent l'abondance de rongeurs pour chasser plus efficacement. À chaque mouvement dans l'herbe, un prédateur peut fondre sur eux et s'emparer de leur repas du jour. Certains hiboux locaux intensifient même leur chasse durant ces semaines, profitant de l'augmentation des proies au sol. Mais les chasseurs ailés ne sont pas les seuls à réagir à ce nouveau scénario. Le renard roux, opportuniste par excellence, profite lui aussi de cette abondance. Leur principale proie sont les petits rongeurs, désormais plus nombreux suite à la réorganisation de l'écosystème. Chaque mouvement dans l'herbe représente une opportunité et son rôle s'ajoute au réseau complexe qui maintient l'équilibre dans les vallées et les forêts. Ainsi, ce qui pourrait apparaître comme un vide se révèle être un processus de réorganisation. Le retrait des grands herbivores ouvre la voie à l'épanouissement d'espèces plus petites qui profitent de ce qui reste, notamment des excréments, de la végétation reconquise et du calme d'un terrain sans milliers de sabots pour retourner le sol. Chaque été, l'écosystème du fjord démontre sa capacité d'adaptation, car lorsqu'un grand herbivore s'en va, d'autres prennent sa place et maintiennent l'équilibre du paysage. Alors que la réorganisation du paysage est en cours, un autre protagoniste commence à donner le ton, la pluie. Comment les animaux réagissent-ils lorsque les forêts et les vallées sont inondées par des pluies torrentielles qui peuvent durer des heures, voire des jours ? Alors que les nuages descendent sur les vallées, l'intensité de l'averse commence à transformer l'environnement et les animaux ajustent immédiatement leur comportement. Leur sens détecte les changements subtils dans l'air, comme la baisse de pression atmosphérique, l'odeur d'humidité et le silence avant une averse. Les cerfs se dirigent vers des clairières protégées, tandis que les renards et les lynx cherchent refuge sous des troncs tombés ou des affleurements rocheux. Ce n'est pas de la résignation, mais du calcul, car lors d'une tempête, gaspiller de l'énergie peut faire la différence entre survivre ou échouer à la prochaine chasse. De même, les petits animaux doivent adapter leur comportement pour résister à la pluie, et chaque stratégie peut être décisive. Nombre d'entre eux cherchent refuge dans des terriers profonds, scellant les entrées avec des feuilles et de la boue pour les rendre imperméables. Certaines souris et campagnols survivent grâce à la précision de ces constructions, qui les protègent de l'humidité et des prédateurs. D'autres, en revanche, doivent improviser, profitant des racines entrelacées, des creux sous les rochers ou des petits monticules de terre et de végétation pour créer des abris temporaires qui les maintiennent au sec et en sécurité. Ce faisant, les campagnols se regroupent avec d'autres membres de leur espèce pour conserver la chaleur et augmenter leurs chances de résister à la tempête. Tout le monde n'a pas cette chance, car l'humidité peut inonder des tunnels mal construits ou improvisés, exposant les animaux au froid, aux prédateurs ou à l'épuisement. Chaque tempête, aussi brève ou intense soit-elle, met à l'épreuve l'ingéniosité et la résilience, et tous n'y parviennent pas. Ainsi, la pluie révèle à la fois l'inventivité et la vulnérabilité de ces minuscules habitants de la forêt, ouvrant la voie à d'autres espèces qui profitent des changements du paysage. Mais si certains parviennent à trouver un abri, qu'advient-il de ceux qui restent à l'air libre et cherchent de la nourriture dans la terre détrempée ? Alors que les oiseaux de proie perdent leur efficacité avec des ailes mouillées, les oiseaux plus petits trouvent des opportunités sous la pluie, car l'eau transforme le sol en un véritable festin. Le sol étant ramolli par l'eau, les vers et les insectes remontent à la surface et ce signal active les merles, les grives et les rouges-gorges. Ils se déplacent rapidement dans la végétation, se baignent dans les flaques d'eau et secouent leurs plumes imperméables tout en chantant des chansons qui, loin d'être de simples mélodies, remplissent des fonctions stratégiques. Ce sont des messages de coopération, des alertes sur la nourriture disponible et aussi des délimitations territoriales. Sous la pluie, leur apparente fragilité devient un avantage. Si ces petits oiseaux profitent des pluies abondantes, la situation est différente pour les prédateurs. La forêt, désormais saturée d'eau, les oblige à changer de stratégie. Les lynx, experts en discrétion, fuient les clairières inondées et cherchent refuge sous des buissons denses ou parmi des rochers couverts de mousse. Là, ils attendent, immobiles, économisant leur énergie jusqu'à ce que le bruit des gouttes de pluie cesse de les trahir. Les loups, quant à eux, arrêtent leur mouvement et se regroupent dans les zones plus élevées où l'eau s'écoule rapidement. Ils se couchent à l'abri des forêts de pins et des affleurements rocheux,
évitant ainsi d'user leurs pattes sur un sol meuble qui pourrait les blesser. Alors que certains comptent sur la pause, d'autres voient des opportunités dans chaque goutte. Et ces opportunités ne se trouvent pas toutes sur le sol, car la pluie transforme aussi la canopée forestière. Lorsqu'ils sont gorgés d'eau, les arbres dégagent des arômes intenses qui attirent les insectes spécialisés dans l'exploitation des tissus mous et de l'écorce humide. Ces insectes, à leur tour, attirent des nuées entières de mésanges charbonnières et de mésanges bleus qui parcourent les branches et les troncs en quête d'un festin. Le cycle est clair, ce qui représente l'adversité pour certains ouvre une période d'abondance sans précédent pour d'autres. Dans cet équilibre, la pluie ne favorise ni ne punit, elle transforme. Elle nourrit les racines, revitalise les cours d'eau et régule les populations. Sans sa présence, les forêts des fjords perdraient leur vitalité et la chaîne alimentaire serait fragmentée. Mais l'histoire de la tempête ne s'arrête pas avec les averses. Le moment crucial se produit ensuite. Lorsque les nuages se dissipent et que le soleil revient, la forêt renaît avec une intensité renouvelée. Les plantes poussent vigoureusement, les insectes prolifèrent et le sol humide préserve la nourriture des oiseaux et des petits mammifères pendant des jours. Les prédateurs le savent. Après la pluie, l'activité s'intensifie. Cerfs et lièvres reprennent leur chasse. Les souris sortent en quête de graines et, avec elles, le décor idéal pour les embuscades revient. C'est à cette époque que la tension revient dans la forêt. Ce qui était autrefois un refuge pour les loups et les lynx pendant la saison des pluies devient un terrain de chasse fertile. Le besoin de se nourrir après des jours d'inactivité se traduit par un mouvement constant. Et à chaque aube claire, la forêt devient un champ d'opportunités et de risques. Quand la pluie cesse, la forêt ne retrouve pas seulement la lumière. Elle retrouve aussi les sons, les mouvements et les odeurs jusque-là cachés. Chaque goutte qui glisse des feuilles et des branches laisse des traces. Chaque flaque reflète des signaux que les prédateurs savent interpréter. La pause est terminée et la survie reprend le dessus avec une grande intensité. Dans une clairière, un maigre renard roux, la fourrure emmêlée par l'humidité, explore prudemment les lisières de la forêt. Renifler le sol meuble, à la recherche de traces fraîches, de petits mammifères surpris hors de leur terrier ou de la possibilité d'une carcasse abandonnée par un autre prédateur. Sa démarche est furtive, mais soudain il se fige. Au loin, il distingue la silhouette d'un vieux chasseur à travers la brume. Le renard s'aplatit au sol et se glisse dans les buissons denses. Il reste immobile, retenant son souffle jusqu'à ce que l'intrus s'éloigne. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il se redresse, les oreilles tendues et les yeux brillants de vigilance. Ce n'est pas seulement la chance qui l'a sauvé, son instinct et son anatomie. Le renard roux possède une ouïe extrêmement fine, capable de détecter les plus infimes mouvements, même sous la terre humide, et une méfiance qui le maintient constamment vigilant. Cette paranoïa évolutive le force à évaluer chaque son, chaque ombre, à interpréter la forêt comme un échiquier où la moindre erreur peut être fatale. Sa survie dépend non seulement de sa capacité à trouver de la nourriture, mais aussi de sa capacité à éviter de devenir la proie d'un autre chasseur. Ce comportement du renard reflète une vérité plus large. Dans les fjords, tout ne se résume pas à la relation entre prédateur et proie. Alors que la forêt renaît après la pluie, les tensions entre prédateurs s'intensifient. Les loups, chasseurs sociaux, reprennent leurs patrouilles en meute, tandis que la compétition pour les proies s'intensifie aux quatre coins des forêts entourant les fjords. Ensemble, ils parcourent de vastes étendues à la recherche de cerfs errants ou de jeunes rennes. Leur force réside dans leur coopération. Un groupe coordonné, mais intimidant par sa persévérance. Les lynx, quant à eux, restent fidèles à leur stratégie solitaire. Ils sont patients et spécialisés dans les attaques rapides et à courte portée. Leurs proies préférées sont les lièvres, les chevreuils et les oiseaux qui s'aventurent trop près du sol. Bien qu'ils se rencontrent rarement, les loups et les lynx partagent le même territoire, ce qui les force à rivaliser. Les loups, par leur simple présence, déplacent les lynx. Ils les forcent à se replier vers des zones moins actives, où le risque de rencontre diminue. Le lynx, quant à lui, évite le contact direct, car une meute le dépasserait facilement. Cette relation ne se définit pas par des combats ouverts, mais plutôt par l'évitement, un équilibre silencieux où chaque espèce mesure ses pas pour éviter de perdre l'avantage. La compétition ne s'arrête pas là.
Les renards opportunistes suivent les loups à distance pour flairer les restes de leur proie. Mais ils sont rarement seuls. Corneilles et corbeaux survolent également la zone, guettant la même proie. Même les ours bruns, présents dans le nord de la Norvège, entrent en jeu. Bien que solitaires, ils n'hésitent pas à s'emparer des proies que d'autres ont abattues, s'affirmant grâce à leur immense force. Ainsi, chaque animal doit calculer non seulement comment chasser, mais aussi comment éviter de perdre ce qu'il a obtenu. La faim est le véritable moteur de ces interactions. Après des jours de pluie, chacun ressort avec des réserves épuisées et chaque carcasse, chaque proie vivante devient une ressource disputée. Il n'y a pas de domination absolue. Ni les loups, ni les lynx, ni les renards ne contrôlent totalement cet environnement. Il existe un équilibre de pouvoir délicat, une négociation constante entre discrétion, coopération et ruse. Mais que se passe-t-il lorsqu'un groupe coordonné de prédateurs décide de faire la différence dans une forêt tropicale saturée d'humidité, où chaque mouvement est vital pour la survie? Après la pause provoquée par la tempête, les forêts des fjords norvégiens connaissent à nouveau l'activité des prédateurs. Entre bouleaux, pins et genévriers, une meute de loups avance à pas mesurés et en retenant son souffle, suivant des traces fraîches que la pluie n'a pas complètement effacées. Chaque mouvement reflète une planification et une coordination, et chaque membre du groupe sait exactement où se placer pour ne pas alerter sa proie. Les côtes sont proéminentes sous la fourrure, trahissant le manque d'abondance. Leurs mouvements sont mesurés, chaque pas soigneusement mesuré. Leur respiration reste basse et contenue, comme s'ils avaient eux aussi besoin de conserver leur énergie. En Scandinavie, la vie d'un loup se mesure à ses tentatives répétées et à ses échecs fréquents. Seul un faible pourcentage d'embuscades aboutit à une capture. La coordination entre chasseurs est donc aussi précieuse que la force. La structure du groupe, formée d'un couple adulte et de plusieurs sous-adultes, distribue les fonctions sans besoin de signaux évidents. Le vent dévale la pente, emportant avec lui les effluves éparses des feuilles écrasées et de la fourrure humide. Les loups s'arrêtent, lèvent le museau et ajustent leur formation. Un chevreuil apparaît dans les contreforts de la forêt, broutant de tendres pousses parmi les myrtilles et les herbes. Le troupeau se tasse. Deux adultes se positionnent face au vent, près du buisson, afin que le cône odorant ne les trahisse pas. Un autre adulte longe le sol, à la recherche d'un couloir entre un ancien glissement de terrain et un ruisseau encore plein d'eau. Les jeunes restent en arrière-garde, prêts à couper toute voie de fuite vers le creux. Dans ces forêts, les longues poursuites sont rarement efficaces. L'essentiel est de réduire la distance à moins de 20 mètres et de parvenir à la capture en quelques secondes. Le terrain offre des opportunités, mais aussi des obstacles. La pluie a atténué le bruissement des feuilles, mais les pierres détachées restent dangereuses. L'adulte sur le flanc inférieur teste son appui sur une pierre plate, tandis que la rosette du sabot du chevreuil marque des empreintes fraîches dans la boue de l'autre côté. La tête de l'ongulé se lève, il renifle l'air et retourne à l'herbe. Il n'est pas encore temps d'agir. Les loups compensent par millimètres, oreilles en avant, regard fixe, coup bas. Le meneur attend que le chevreuil s'oriente contre une rangée de troncs tombés, un obstacle qui pourrait empêcher sa sortie latérale. Un subadulte, infecté par la tension, déplace la moitié de son corps vers l'avant pour gagner en angle. La branche humide d'un jeune pin fléchit et émet un bref claquement. Le chevreuil se met aussitôt à courir avant que quiconque puisse charger. Il ne s'enfuit pas directement. Il effectue 3 petits sauts et s'enfuit dans une bande de genévriers où la faible canopée l'oblige à se baisser. Les loups s'élancent et accélèrent, mais le terrain accidenté fait toute la différence. Les racines et la mousse polie par l'eau transforment le sol en un piège à traction et chaque virage exige plus d'adhérence que la boue ne peut en offrir. L'adulte avançant par en dessous tente de couper le passage contre le ruisseau, mais le chevreuil le sauve d'un seul bond et atteint la pente opposée. En moins d'une minute, il disparaît dans une mosaïque de rondins et de rochers tombés, un labyrinthe qui favorise les petits corps agiles et rend difficile pour les chasseurs de suivre le rythme. La meute s'arrête dispersée, haletant lentement pour rester à portée de voix. Aucun reproche visible. Pour les loups de ces forêts, la politesse s'exprime par des postures minimalistes. Le chef revient au centre du groupe, un subadulte baisse la queue et s'installe sur le côté.
tandis qu'un autre examine la zone où le chevreuil a commencé à courir, comme s'il essayait d'apprendre l'angle qu'il n'avait pas réussi à prévoir. Les adultes reniflent le sol, lisent la piste aussi loin que cela a du sens et l'abandonnent lorsque cela devient un effort futile. À ce stade de l'année, gaspiller de l'énergie au mauvais moment est plus dangereux que d'admettre une opportunité manquée. L'environnement explique les statistiques. Dans les fjords norvégiens, les vallées sont étroites, les pentes offrent des voies d'évacuation diagonales et la végétation dense brise les lignes de poursuite. Ici, la chasse se règle rarement par la force soutenue. Gagner ou perdre dépend de la première décision et de l'analyse du terrain. C'est pourquoi ils échouent si souvent et persistent. La meute réorganise sa formation de marche, prend de l'ombre et revient au rythme de la piste. Il n'y a pas de défaite dans ces mouvements, il y a de la continuité. Une tentative de moins signifie le même besoin. Le silence s'installe dans la forêt, interrompu seulement par le craquement humide des branches sous les pattes fatiguées. La meute revient lentement, sa fourrure sombre collée à son corps par la bruine récente. Ils n'ont plus rien dans leur croc. Le festin qu'ils ont flairé de loin a probablement été laissé à d'autres, et la chasse est terminée avant même d'avoir commencé. Il n'y a pas de célébration, mais pas de regret non plus. Dans la vie d'un loup, l'échec est un fardeau courant, et le porter ne signifie pas abandonner. Le chemin menant au refuge est étroit, bordé de jeunes bouleaux ruisselant d'eau. L'air est chargé de mousse et imprègne la forêt d'une humidité froide. Chaque pas enfonce leurs pattes dans la boue molle, laissant des traces que le vent effacera bientôt. Lorsque la pente s'adoucit, l'endroit où se trouve leur véritable trésor les attend, le terrier creusé sous une racine tombée et recouvert de fougères. Là, des cris aigus brisent le silence. Ce sont les chiots. À peine les adultes franchissent le seuil que le paysage change soudainement. Leur fatigue se dissipe lorsque 4 minuscules corps se précipitent vers eux, mordillant les oreilles et tirant sur la fourrure. La queue de l'alpha se cambre haut et les autres s'allongent au sol, invitant au jeu. Pas de grognements, pas de reproches, juste des coups de langue, de petits coups de coude et une danse de queue qui claque. Dans la société des loups, la coopération est la règle qui préside à tout. Se pointer du doigt briserait la structure, et la structure est la seule garantie que tous, y compris les plus petits, continueront de respirer demain. L'un des jeunes tente de grimper sur le dos de sa mère, tandis qu'elle le nettoie patiemment avec sa langue. À côté, un autre adulte est allongé sur son dos, recevant les morsures de 2 oursons qui n'ont pas encore connu la faim. Pendant quelques minutes, pas de fatigue ni d'échec, juste la vie qui se renouvelle entre les matchs. Mais le temps presse. Le ciel commence à se fermer sur le fjord, virant au bleu. L'alpha se redresse, secoue sa fourrure et jette un coup d'œil aux autres. Il n'y a aucun signe visible, mais tout le monde comprend ce que cela signifie. La meute repart. Les oursons sont confiés aux soins de 2 femelles, tandis que les autres retournent dans la forêt. La température chute rapidement et la neige peut revenir dès que le soleil se couche derrière les montagnes. Chaque minute passée sans nourriture devient une menace silencieuse. Ils avancent d'un pas mesuré, reniflant le sol et l'air. Les loups se fient davantage à leur odorat qu'à leurs yeux, et ces sens leur indiquent qu'il existe encore une opportunité. Le vent transporte une odeur faible mais reconnaissable. Parmi la végétation, on distingue un grand renne broutant prudemment, peut-être à la recherche de sa prochaine proie. Reprenant le trot, le troupeau suit la piste jusqu'à un creux où des empreintes fraîches indiquent la direction. C'est là qu'il la découvre. Il ne s'agit pas d'une grande migration, mais d'un petit groupe de moins de 10 rennes, dispersés dans le givre à la recherche de lichens cachés. Ils ne perçoivent pas le danger qui les entoure. Ils ignorent que, chez un si petit nombre d'entre eux, leur vulnérabilité est grande. C'est alors que la stratégie est à nouveau définie sans parole. L'alpha s'avance vers un rocher, observant. Le vent souffle vers eux. La position est parfaite. 2 loups s'ouvrent à gauche, 3 autres à droite, encerclant lentement les rennes. Les animaux paissent sans s'alarmer, relevant parfois la tête, confiants dans l'immensité de la vallée. Une erreur dont ils paieront le prix fort. Lorsque le signal arrive, un mouvement à peine perceptible de la queue de l'alpha, le calme se brise. Un loup surgit du flanc gauche et provoque une débandade. Les rennes, désemparées, s'enfuient en courant par la pente opposée, mais une autre meute de loups leur barre la route. Le chaos fait le jeu des chasseurs.
Un renne glisse sur le givre et l'ombre grise le rattrape. Le premier impact le fait tomber, le second lui mord les fesses et en quelques secondes, le reste de la meute est sur lui. Il n'y a pas de rugissement héroïque ni de violence gratuite. Il y a de la précision, de la coopération et des dents qui s'enfoncent là où elles devraient. La vapeur du souffle se mêle au sang qui tache la neige, nous rappelant que la vie d'un seul soutient celle de plusieurs. Ils ne s'attardent pas. Certains déchirent la viande pour la manger sur place, tandis que d'autres en arrachent des morceaux pour la transporter. Le museau rougit, ils entament leur retour, pressés par l'ombre qui recouvre désormais la forêt. Lorsqu'ils atteignent le terrier, l'air est empli de hurlements aigus. Les petits accueillent les adultes en sautant sur leurs pattes et en reniflant les morceaux qui pendent de leurs mâchoires. La viande est partagée avec des coups de langue, des grognements légers et des jeux qui interrompent le festin. Ici, dans l'ombre de la forêt, la logique brutale de la nature est comprise. La violence soutient la tendresse, et la tendresse justifie la violence. Dans les fjords norvégiens, les statistiques sont implacables. La plupart des tentatives de chasse échouent, mais cette espèce ne survit pas par chance, mais par persévérance. Aujourd'hui, la meute a vaincu la faim. Demain, elle recommencera. Mais à des kilomètres de là, loin de l'odeur fraîche du sang, un autre prédateur travaille avec une méthode différente, sans soutien, sans bruit, sans hâte. Là où la forêt s'ouvre sur les pentes qui descendent vers un fjord, le lynx boréal attend son moment. Le terrain l'oblige à prendre des décisions qu'il n'envisagerait pas dans une forêt dense. Ici, la montagne s'effondre en terrasses de roches et de neige dure, les vallées canalisent le vent comme des tunnels, et le moindre faux pas trahit sa présence à des dizaines de mètres. Dans cet environnement extrême, chaque mouvement exige précision, et chaque trait de ce félin devient un atout. L'anatomie du lynx s'adapte à ce scénario. Ses pattes postérieures, plus longues que ses pattes antérieures, lui permettent de se propulser avec précision sur la roche et la neige dure, tandis que ses griffes acérées et rétractables et ses coussinets fourrés assurent adhérence et isolation sur la glace. Les touffes de poils sur ses oreilles ajustent la direction du son, et sa fourrure tachetée, plus claire en hiver, atténue les reliefs sur le granit et le givre. Là où d'autres félins s'appuient sur des broussailles denses, ici, ils apprennent à utiliser la verticale, se lançant depuis des rebords, profitant de la gravité à chaque saut et contrôlant leur descente sur des proies qui traversent exactement là où la topographie les oblige à le faire. Parviendra-t-il à trouver le bon moment pour se rapprocher sans perdre son avantage sur le terrain? Après avoir attendu et mesuré chaque mouvement, il suit la piste d'un troupeau de rennes en migration. Il n'a pas besoin de les voir à chaque pas, il peut simplement lire le sol. Dans la neige soufflée par le vent, il trouve des lignes de sabots courbées vers une colline, dans des plaques de tourbe. Il identifie des zones fraîchement grattées où le troupeau a arraché du lichen, et dans l'herbe courte, il détecte des îlots de verdure consommés avec la précision d'un troupeau qui répète ses itinéraires année après année. Il connaît parfaitement ce schéma. Il l'observe à chaque saison depuis son arrivée sur leur territoire. Dans les fjords, la migration n'est pas un libre échange, c'est un corridor forcé à travers falaises et canaux. Le lynx profite de cette prévisibilité. En attendant, chassez ce que le terrain vous offre. Un lièvre changeant qui commet une erreur en traversant une clairière croûtée. 2 bécassines qui soulèvent la neige à la recherche de pousses. Un tétralyre qui se lève tard. Il s'agit de morceaux plus petits que l'on garde frais en les recouvrant de neige ou de végétation, suffisamment de nourriture pour soutenir la surveillance, mais pas assez pour satisfaire les dépenses exigées par cette topographie. Le lynx rattrape silencieusement le troupeau. Il utilise une crête où le vent souffle de la mer vers la vallée. Son odeur se propage ainsi loin des narines des femelles sentinelles. Il jette un coup d'œil juste assez loin par-dessus un bloc rocheux et mémorise un point de passage, une gorge étroite où la neige ancienne a formé une rampe dure entre 2 protubérances. Les rennes évitent la glace brillante et préfèrent cette bande mate et rugueuse. C'est un entonnoir naturel. À partir de là, le chasseur calcule. Il mesure avec ses yeux l'inclinaison, l'appui possible des griffes, la trajectoire de la chute. Chaque centimètre compte si le premier coup n'immobilise pas. Le troupeau arrive sous une lumière oblique. Devant une femelle âgée, derrière, des corps plus petits qui n'ont pas encore développé leurs muscles hivernaux. Leurs épines s'étirent
et se comprime pour surmonter les couches de glace. Le lynx baisse la tête, repousse ses oreilles en arrière et attend que l'individu choisi pose ses pattes avant à l'endroit qu'il avait prévu. Quand cela se produit, la séquence est exacte, une poussée courte, un saut pas long mais vertical, visant à atterrir avec tout le poids sur l'épaule du jeune sélectionné. Les griffes avant s'enfoncent là où la peau cède, les griffes arrière cherchent une traction dans la croûte. Le premier impact déstabilise et ouvre le cou, le deuxième mouvement, en moins d'une seconde, est la morsure, vive et ferme sur la gorge, appuyant contre le sol pour empêcher l'animal de reprendre appui. Le reste du troupeau s'enfuit sur les flancs, soulevant de la poussière de neige et battant l'air avec des grognements. Il n'y a pas de poursuite prolongée. Soit le premier contact résout le problème, soit l'opportunité est perdue. Cette fois, il y parvient. Le renne tombe sur le côté, pattes avant repliées. Le lynx maintient la pression quelques minutes encore, jusqu'à ce que la résistance cède complètement. Ensuite, regardez autour de vous sans bouger de votre position de contrôle. Écoutez si un renard ou un corbeau s'approche de la vallée en contrebas. Lorsque tout revient à la normale, le travail pratique commence, tirer l'animal. Il ne peut pas tout faire en une seule manœuvre. Il divise donc le mouvement en plusieurs parties. Tirer par le cou, se reposer, tirer par une patte avant, corriger sa direction pour entrer à l'ombre, éviter de laisser des sillons visibles dans la neige qui révéleraient son abri. Chercher une dépression de vent à quelques mètres, près de la base d'un rocher qui brise le courant. Là, le froid persiste et la vue depuis la ligne de passage principale est obscurcie. Il mangera d'abord les parties molles, les viscères gourmands en énergie. Puis il ouvrira l'intérieur, grattant avec sa langue et ses dents ce que l'hiver a compacté dans son corps. Si le temps se rafraîchit et que la neige persiste, elle recouvrira d'une fine couche et de branches sèches. Si la température monte, elle accélérera et déplacera ce qu'elle peut vers une nouvelle ombre. Bien sûr, il ne partage jamais son butin. C'est à la fois son avantage et son risque. Être seul préserve la concurrence, mais vous oblige à défendre vos ressources par votre seule présence. Un carcajou peut défier sa proie s'il s'éloigne de la limite des arbres. Un grand aigle peut le forcer à perdre une partie de sa proie pendant la journée. Le lynx se sert de son camouflage et de son habitude de ne pas exhiber sa nourriture. Contrairement aux loups, qui doivent coordonner les distances, les flancs et les relais, le lynx s'appuie sur une seule décision correcte. C'est pourquoi il ne se fatigue pas avec des tentatives aléatoires. Si les conditions ne sont pas bonnes, si le vent est contre vous, si la neige est trop molle ou si le groupe est compact et alerte, annulez la manœuvre et attendez une autre fenêtre. Dans les fjords, la géographie offre régulièrement de telles opportunités avec des gorges qui obligent à passer, des corniches qui concentrent les empreintes et des marches de glace qui ralentissent la proie. Ce félin le sait pour avoir répété le même itinéraire pendant des années et les rennes l'apprennent, mais la nécessité d'avancer rend même les groupes les plus prudents prévisibles. Lassé de l'immédiat, le lynx essuie le sang de son museau dans la neige et recule de quelques mètres pour observer. Point de célébration, il faut faire des économies. Cette chasse durera plusieurs jours si le froid est clément. Cependant, la stratégie ne s'arrête pas là. Car lorsque le troupeau reprend sa marche le long du même couloir, il y aura une autre occasion de répéter la séquence sur un individu différent. Peut-être un subadulte qui a été laissé derrière lors de la négociation d'une pente raide. Le lynx ne court pas après les trophées et n'accumule pas les proies excessives. Il calcule ses réserves et ses risques. Lorsque le vent du fjord tourne et apporte l'humidité de la mer, le chat s'appuie davantage contre le rocher. Sa fourrure accumule le givre, mais la chaleur reste. En contrebas, silencieuse, la vallée continue d'envoyer les animaux vers les passages étroits. La migration progresse, et le chasseur solitaire, maître d'un art qui adopte ici la verticalité, retourne à sa place sur la corniche, attentif à la prochaine fois où la topographie lui présentera le même schéma. Un passage forcé, un individu mal placé et un saut précis. Sur ce territoire, cette combinaison constitue leur atout le plus stable. Ici, un pack n'est pas nécessaire. Une attente précise et un atterrissage parfait suffisent. Dans les fjords norvégiens, rien ne se déroule isolément. Chaque histoire, qu'elle soit celle du loup, du phoque ou du lynx, n'est qu'un élément d'un vaste réseau façonné par un seul architecte, la mer, qui dicte les rythmes et pousse la vie vers le rivage pour ensuite la retenir.
rien n'échappe à son influence. Lorsque les courants hivernaux ramènent les harengs des eaux profondes, le fjord s'éveille. Des millions de corps argentés transforment la colonne d'eau en une masse vivante. À première vue, il semble être une ressource inépuisable, mais cette abondance ne dure que quelques semaines, et chacun le sait. Les orques coordonnent leurs attaques avec une précision mathématique. Les phoques attendent silencieusement pour intercepter les poissons en fuite, et à la surface, des volées de macareux plongent tels des projectiles sombres perçant les vagues. D'en haut, les aigles planent avec la même intention, saisissant chaque opportunité avant que la richesse ne se dissolve dans le froid de l'océan. La chaîne alimentaire s'étend bien au-delà de l'eau. Les oiseaux marins transportent des nutriments vers l'intérieur des terres, fertilisant falaises et collines qui, au printemps, se parent d'une végétation luxuriante. Même les prédateurs terrestres dépendent indirectement de ce cycle sans fin. Car pour les chasseurs, le défi est plus grand. Chaque geste compte. Les orques coordonnent leurs attaques comme si elles ne formaient qu'un seul esprit. Les loups parcourent des kilomètres, sachant que chaque tentative ratée les rapproche de la limite. Et le lynx, solitaire et silencieux, dépend d'une embuscade unique et parfaite pour assurer sa survie. Dans ce scénario, chaque prédateur court contre le temps, la faim et un hiver qui s'étend au-delà de la lumière. Chaque mouvement doit être calculé avec précision, car les erreurs peuvent être fatales. L'hiver domine tout. Le soleil se cachant pendant des semaines, les températures plongent la vie dans un état de dormance apparente, et les proies se font rares et difficiles à trouver. Mais même là, sous la glace, le fjord continue de respirer. Des courants profonds transportent constamment des nutriments, alimentant chaque rouage de cet écosystème et garantissant qu'au retour de la lumière, la vie puisse reprendre son cours. Contrairement à l'hiver, l'été accélère tout dans les fjords norvégiens. La fonte des glaces alimente les rivières, le plancton se multiplie, les harengs reviennent et, avec eux, l'activité des prédateurs. Cependant, tant que cela durera, les fjords resteront un refuge d'adaptation, de persévérance et de transformation. Chaque vallée, chaque falaise, chaque étendue d'eau qui pénètre le territoire raconte la même histoire. Celle d'un territoire qui n'accorde aucun avantage, mais n'en refuse aucun à ceux qui savent attendre. Car dans les fjords norvégiens, la survie n'est pas une lutte pour conquérir, mais pour résister. Et de cette résistance, de cette tension constante entre rareté et abondance, émerge un écosystème unique, une mosaïque où la mer dicte les règles, où la montagne les défie et où chaque créature, du macareux qui retourne à son nid à l'orque qui mène la chasse, devient témoin et protagoniste de la même vérité. Ici, rien ne reste pareil, sauf la certitude que tout dépend de la mer. Les fjords ne sont pas un paysage, ils sont un moteur silencieux, une force qui façonne la vie avec précision, exigeant l'impossible et récompensant l'inévitable, l'adaptation. Et tant que la mer continuera à pénétrer la terre et que la terre continuera à céder à la mer, cette histoire continuera à s'écrire, hiver après hiver, avec l'encre froide de l'océan et la voix indomptable du vent.